L'idée la plus obsolète, c'est aller à l'école, trouver du travail, travailler dur, épargner. Ne vous endettez pas et investissez sur le long terme en bourse. Pourquoi voudriez-vous épargner alors qu'ils impriment des billions de dollars? L'écart entre le 1% et les 99% est massif. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Vous devez prendre du recul et avoir une vision d'ensemble. Mais alors, que fais-tu? On n'est pas dans la merde, les gars. Mangez vos fruits et vos légumes, je vous le dis. Dans cet épisode avec Robert Kiyosaki, on va revoir les fondamentaux, analyser les différences entre les classes et surtout rebondir sur des faits d'actualité comme l'inflation que va générer le reconfinement. Super intéressant, n'est-ce pas? Ouais, je sais. On est bon. En d'autres termes, vous allez découvrir ce qu'ils vous cachent depuis le début, ce que 99,9% des Français ne savent pas, et si vous ne connaissez pas ces informations et ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin, vous courez un énorme danger. C'est parti. En chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne. Et les personnes de classe moyenne veulent de la sécurité. Ils veulent ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Elles font toutes partie de nous, sauf que on ne nous enseigne pas ça. On vous apprend à aller à l'école, à trouver un travail et avoir un salaire. On ne vous enseigne pas à devenir riche. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, mon père riche a refusé de me payer. Il disait qu'un salaire était l'une des choses les plus néfastes que vous pouviez accepter dans votre vie. À partir du moment où vous acceptez un salaire, vous êtes un employé. Et c'est ça l'état d'esprit. Donc mon père riche ne m'a jamais payé. Ça a rendu fou mon père pauvre qui était, vous savez, fonctionnaire. Vous devez payer les gens, vous devez payer les gens. Et mon père riche ne disait pas qu'avoir un salaire était mal, il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. Donc en tant qu'entrepreneur, vous savez, si mon père riche échouait, il créait simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai pas besoin que qui que ce soit prenne soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays. Parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur n'est pas vraiment un businessman. L'entrepreneur, c'est en fait un état d'esprit et des compétences. Et différents ensembles de règles. Les petites entreprises ne fonctionnent pas selon les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneuriat est d'abord un état d'esprit, des compétences et des règles. Et selon que vous soyez un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les états d'esprit sont différents, les compétences sont différentes. Si vous pouvez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le pas en devenant un entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose que ce qui m'est arrivé, vous savez. Mon dernier salaire, je m'en souviens encore très bien. C'était l'un des plus beaux et des pires jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico, et je travaillais pour Xerox, et mon patron m'a donné mon dernier, ce n'était pas un salaire, c'était un bonus, je crois qu'il s'élevait à environ 30 000 $, imposable, c'est le seul problème avec ça. Donc je reçois ce chèque et je me dis, bon sang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais heureux, mais j'étais aussi perturbé. Et donc cet autre mec vient me voir, il s'appelait John, et John me dit « Tu vas revenir ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que tu vas échouer ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute, quelques insultes ?» Parce que c'est ce qu'il a fait, il a quitté Xerox, il a échoué et il est revenu. Et j'ai dit « Écoute, machin truc, t'as échoué et t'es revenu. Moi je vais échouer et je ne reviendrai jamais. » Et c'est ça l'attitude. Voyez ce que je veux dire ? Vous êtes sur le point de découvrir la tête qu'avait Ludo, juste après que je quitte mon job sur un coup de tête et que je l'appelle dans la voiture alors que je rentrais à la maison, pour lui dire que tout ira bien. Il n'y a rien passé d'autre que moi qui explose parce que je suis sensible. Voilà ce qui se passe. Alors voilà, tout, mais t'inquiète pas, je suis hyper stable. On dirait pas, mais je suis hyper stable. Il n'y a pas meilleur que moi. Je suis heureux et fâché en même temps. Ouais, pareil. Ouais, c'est flippant. T'inquiète pas, il faut juste qu'on continue ce qu'on faisait. On faisait ce qu'il fallait. Suite à cet appel, il s'est passé plein de choses et ça n'a pas toujours été facile. Mais je n'ai jamais envisagé de retourner au travail. Vous savez pourquoi? Parce que ils allaient jamais me reprendre. Donc l'histoire en 2 mots, c'est que ça fait plus de 10 ans que je travaille en tant qu'employé de commerce. Bien sûr, j'ai fait des grosses pauses, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait ma vie, etc. Je fais des trucs. Mais globalement, j'ai l'identité d'un employé de commerce, un employé de bureau qui se fait chier. Qu'on soit bien clair là-dessus, parce que j'ai aussi une mentalité un peu plus artistique et franchement, ça me convient pas. Mais ça va, je survis. Et je me suis fait au confort et à cette routine depuis le temps. Un jour, c'est un mercredi après-midi, je suis au bureau, comme si de rien n'était, avec quelques collègues dans mon bureau, et j'en ai marre. Et d'un coup, je dis, je crois que je démissionne. Et quand j'entends ce que je dis, ça crée un oui en moi. Et je dis, en fait, franchement, je démissionne. Je prends mes affaires, je les donne à mes collègues, et je leur dis, voilà, je suis désolé.
tout le monde pleure, je pars, direct sur le tas, et je ne reviens jamais. Bon, j'ai eu quelques problèmes administratifs à régler avec les ressources humaines, mais je suis jamais retourné dans le bureau que j'ai quitté ce jour-là. Et déjà, je voulais m'excuser pour toutes les personnes que ça a fait souffrir, ou que ça a mis dans le doute. C'était pas contre vous, c'était vraiment pour moi. Et c'était surtout pas un choix. Ça veut dire que mon corps a réagi au fait que je dise « je démissionne », et c'était déjà trop tard. Je pouvais plus m'empêcher de le faire. J'ai aussi discuté avec mon ancienne chef, et d'ailleurs je m'excuse aussi, parce que c'était un appel difficile. Et voilà, je voulais dire franchement je m'excuse pour le mal que ça a fait, mais moi j'ai eu besoin de partir, apparemment. Dans tous les cas, je ne serais pas revenu, et en vrai j'étais prêt à devenir livreur de pizza si ça pouvait m'aider à financer mes rêves, mais j'avais plus envie de m'identifier à ce mec des bureaux, ce gars aigri, qui a pas de vie en fait. Ce gars, il va nulle part. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est baiser le week-end. C'est quoi? C'est pas une vie. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. On est tous comme on est et on aime ce qu'on aime. Qu'est-ce que disait la grand-mère d'un copain qui s'appelait Gauthier? Disait les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Elle disait aussi il faut tout pour faire un monde. Ah non, c'était la mienne, ça, je crois. Ah non, elle était raciste. Petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Pourquoi? Dans quel sens? Simplement, ne le faites pas si vous vous sentez pas prêt. Et si vous vous posez la question est-ce que je suis prêt à quitter mon job? Probablement que la réponse est non. Sinon, vous l'auriez déjà fait. Si vous dites « si j'échoue, je retourne chez papa et maman », alors c'est ce que vous ferez. Donc si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu un entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent pendant des années. Vous savez, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il a dit « quand tu n'as pas de salaire, tu deviens plus affamé, intelligent et tu mets à l'épreuve ton caractère. Deviendras-tu un escroc? Deviendras-tu malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou deviendras-tu un meilleur être humain ?» Donc en réalité, c'est l'avantage quand vous devenez entrepreneur, vous découvrez réellement qui vous êtes quand vous n'avez plus rien. Trop de gens s'intéressent à « que va-t-il m'arriver à moi ?» Quand vous avez une vision d'ensemble, vous allez aussi savoir que quand une mauvaise chose se produit, une bonne chose va se produire. Mais vous devez vous préparer à faire face à ce qui vous attend. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront semblables aux 20 dernières années, vous allez vous faire avoir. Donc alors que certains experts financiers conseillent de ne pas rester endetté, moi je dis « apprenez à vous servir de la dette ». Je viens de refinancer une dette de 300 millions de dollars. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Tous les mois, plus d'argent rentre parce que le coût de mon argent a baissé. Voyez, quand je suis revenu de la guerre du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dit, c'était « va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment se servir des dettes et des impôts. Les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc tous les gens riches qui sont médecins ou avocats ou... Vous voyez, ces gens-là, ils se font avoir. Et ils ne savent pas pourquoi. Bien sûr, ils gagnent plus d'argent, mais le salaire net diminue. Et mon médecin, il criait de joie, il était content et il a dit « Eh, devinez quoi, j'ai enfin gagné plus d'1 million de dollars !» Et je lui ai dit « Vous savez, ça c'était il y a 3 semaines. » Et je lui ai dit « Eh bien, combien payez-vous d'impôts ?» On est en 2014. Il dit « 750 000 dollars d'impôts. » Donc en net, il avait à peu près 400 000. C'est pas mal. Mais quand je gagne 1 million, je gagne 1 million. Et c'est parce que je ne le gagne pas en travaillant pour l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes taxé. Donc c'est pour ça que la leçon numéro 1 dans Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce que nous faisons plutôt, c'est que nous créons des entreprises. En tant qu'entrepreneurs, nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas dans la bourse. Donc c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et sur combien d'impôts je paye. Et parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur en biens immobiliers, je paye 0 impôt. Donc à chaque fois que je gagne, disons, 1 million de dollars en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier et je multiplie mes profits par 4. Donc j'investis 1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques le font à l'envers à tous les autres. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. C'est pour ça que vous dites, quand vous imprimez, c'est bon pour vous. Mais quand vous imprimez, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour l'argent. Parce que quand vous imprimez, les épargnants se font avoir et les gens qui travaillent pour l'argent se font avoir. Quand vous imprimez, les créanciers s'enrichissent. Donc vous l'avez compris, Kiyosaki a su tirer son épingle du jeu très rapidement en comprenant qu'en créant une entreprise, en générant des revenus avec cette entreprise, puis en investissant les revenus de cette entreprise dans l'immobilier, il paierait pas de taxes. C'est excellent, c'est parfait. Le système a été conçu de sorte à ce que les gens qui veulent faire ça puissent le faire. On va dire qu'on est dans un système. On ne l'a pas choisi, mais on doit tous jouer avec les règles du jeu qu'offre ce système. Maintenant,
Parlons un peu plus du problème que va générer justement la création monétaire par le prêt. Parce que lorsque Robert Kiyosaki va à la banque et informe son banquier qu'il veut acquérir des biens immobiliers, la banque va prêter jusqu'à 80% de la valeur du bien. La banque va inventer cet argent, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est justement ça la création monétaire par le prêt. Et chaque fois qu'un gouvernement, chaque fois que la banque fait de la création monétaire par le prêt, fondamentalement ce que ça veut dire c'est que ça dilue la valeur unitaire d'une devise. En gros votre billet. Mais ça ne se voit pas tout de suite, et c'est là tout le problème avec le confinement et le reconfinement. Parce que vous vous doutez bien que l'État et le gouvernement ont fait énormément de création monétaire par le prêt pour aider, subventionner toutes les entreprises qui en avaient besoin et qui devaient survivre pour que l'économie du pays puisse continuer à fleurir. Mais le problème, c'est qu'en aidant les entreprises, qu'on amplifie le problème de création monétaire par le prêt. Parce qu'il faut comprendre qu'avant le confinement et le reconfinement, l'économie n'allait déjà pas bien du tout. On était déjà face au gouffre en fait. Sauf que là, on a juste accéléré le processus. Ce que ça veut dire pour monsieur et madame tout le monde, ça veut dire protégez-vous de l'hyperinflation qui risque bien d'arriver. Et n'épargnez pas toutes vos économies en euros. Ne faites pas confiance à qui que ce soit, même pas à vous-même justement. C'est pour ça de diversifier. Et maintenant, lorsque vous étudiez l'économie et que vous voyez en fait les problèmes auxquels on va devoir faire face, il n'y a pas réellement de solution. Et personne n'a rien contre vous, tout le monde essaie de s'en sortir pour lui-même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre responsabilité de prendre des mesures pour minimiser le risque. Et moi, j'ai vraiment réalisé qu'est-ce qu'était le Bitcoin lorsque j'ai compris dans quelle merde on était. Parce que vraiment, c'est comme l'arche de Noé. Moi, je vois le Bitcoin comme l'arche de Noé. Voilà, c'est moi. Faites ce que vous voulez, vous. Vous voyez, les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Et les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc quand on a des idées obsolètes, on obtient des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive à la plupart des gens, l'idée d'aller à l'école, de trouver du travail, de travailler dur, d'épargner, de ne pas s'endetter, d'acheter une maison parce que c'est un actif et d'investir sur le long terme, est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 quand le président Nixon a décidé qu'on ne dépendrait plus du gold standard et l'argent est devenu de la dette. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Et si on se débarrassait de l'école, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait mieux si on n'avait pas du tout de système éducatif? Non, ce que je dis, c'est que l'éducation était plus importante avant, elle est juste obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore La loi de Moore selon laquelle les données sont doublées tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète après 18 mois. Donc, et ça c'est un phénomène récent, donc quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pour ça que je suis le vieux de service, voyez, je rencontre mes amis qui ont étudié à Harvard, ils me disent « j'ai étudié à Harvard » et je leur dis « ouais, c'était il y a combien, 50 ans ?» Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. Autrement dit, les banques ne veulent pas de votre argent, parce qu'ils en ont trop imprimé. Et c'est pour ça qu'il y a ces bulles en bourse et ces bulles dans l'immobilier et tout ça, les gens se déchargent de leur cash. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent ne vaut rien. Et pourtant les gens disent « je veux un job bien payé », eh bien c'est une idée obsolète. Ne pas s'endetter est une idée obsolète, vous devriez apprendre comment accéder à la dette, comment vous servir de la dette pour vous enrichir et ils ne vous apprendront jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle le 1% est tout en haut et que les 99 vont dans cette direction, c'est que quand vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts, ça les détruit. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste me faire de l'argent et ouvrir une entreprise pour me faire beaucoup d'argent » comme ce dont on a parlé, il faut vraiment qu'il regarde la réalité en face. Ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. La plupart des gens sont indépendants, mais ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les indépendants sont ceux qui paient le plus d'impôts. Et personne ne leur dit ça. Pour cette partie, si ça vous dérange pas, je vais la faire avec les yeux fermés, parce que je trouve que ce qui se passe, c'est totalement abusif. Bien sûr, on parle de la taxation pour ce que les Français appellent les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises. Et donc, la taxe sur votre chiffre d'affaires peut monter jusqu'à 71%. Vous comprenez pourquoi j'ai les yeux fermés? Non, mais c'est pas drôle en vrai. C'est tout sauf drôle. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Ça tue le talent. Les entreprises de demain, en tout cas, c'est pas en France qu'elles vont exister. Et tous les talents en France. Si moi je suis un talent. Oui, ça se voit pas. Si je suis en France, je suis plus en France. Heureusement, je suis en Suisse. Mais très honnêtement, voilà ce que je vous dirais de faire si vous êtes en France et que vous avez de l'ambition et que vous avez envie de créer quelque chose. Faites la base en France, ça veut dire faites votre analyse de marché, créez votre entreprise en France et dès qu'elle commence à faire de l'argent, barrez-vous. Barrez-vous loin de là. Loin! Attendez. Comment on peut demander à des personnes d'être solidaires avec un pays qui te fait couler? Mais tu peux pas demander à quelqu'un d'être solidaire. Genre, imagine, moi je te prends la jambe, je te tire, et je te tire dans une petite cave, et je te dis, sois solidaire. Je peux pas faire ça. Sonny, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Je crois que je suis pas encore prêt pour ça. Ça viendra. Mais ce qu'on disait en fait, c'est qu'une économie qui va mal,
ça n'existe pas. Vous savez, vous et moi, nous avons une économie externe, mais nous avons aussi une économie interne et le pouvoir de changer notre économie interne. Et donc pour moi, je peux voir ce qui va et je peux voir ce qui ne va pas, je m'en fiche un peu. Parce que je serai riche de toute façon. Mais une personne pauvre, avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une économie qui va mal, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent, peu importe la situation économique. Et une personne de classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous voyez, tout ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, un emploi et une voiture. Et donc, quand vous leur enlevez leur emploi, pour eux, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ça ne pose pas problème. Donc, si vous pensez que l'économie va mal, c'est parce que votre économie va mal. Donc, le vrai entrepreneur se concentre sur l'intérieur. Si bien que s'il chute, il se dit « Ah, c'est bon ça, parce que je vais aller encore plus haut ». Vous savez, la personne lambda va échouer et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ». Ou quelqu'un qui fait une erreur et qui dit « Oh, ce n'est pas grave de faire des erreurs ». Eh bien, en fait, si. Ça veut dire que vous ne saviez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il échoue, etc., il avance. Il a toujours la capacité d'avancer. Il peut se relever et aller plus haut, si bien que peu importe ce qui lui arrive, il en ressort meilleur et plus fort et plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a, en fait, tellement peur de ce qui pourrait arriver qu'en général, c'est ce qui arrive. Par exemple, les gens qui ont peur de perdre leur job, en général, ils perdent leur job. Donc la première mission de l'entrepreneur est de contrôler ce qu'il y a ici, à l'intérieur, pas là-bas, à l'extérieur. Toutes les périodes, aussi sordides soient-elles, restent pleines d'opportunités pour ceux qui cherchent l'opportunité. Ce que j'essaie de dire, c'est que même en temps de guerre, même en temps de chaos, si vous vous arrêtez et que vous regardez le coucher de soleil, vous allez accéder au côté paisible de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans tous les cas, n'oubliez pas que dans chaque situation négative se cache du positif et vice-versa. Et du coup, ce confinement et ce reconfinement est peut-être rien d'autre que l'opportunité de faire ce qui est important et pas urgent. Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous étiez dans votre train de vie. C'est-à-dire investir en vous. Et investir en vous, ça ne veut pas dire perdre du temps sur les réseaux sociaux. Ça veut dire apprendre quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous et vos semblables. Je viens de péter, ça pue dans toute la pièce, donc je te le dis rapidement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a des petites cloches aussi. Clique sur la petite cloche où c'est marqué tout le temps là, où tu reçois tout le temps des notifications. Comme ça, on reste en contact. Et puis voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive encore avec du lourd de chez lourd. Donc préparez-vous, attachez vos ceintures. C'est parti, mon kiki. Au prochain épisode.